Avant de vous laisser profiter de cet épisode, j'aimerais vous parler de Flore et Zéphyr. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais je vais me marier l'année prochaine. Bon, je ne vais pas m'étaler ici sur ma vie privée, mais j'aimerais vous parler de la marque que j'ai choisie pour mon alliance. Évidemment, je voulais une marque responsable et engagée. Et très franchement, le choix n'a pas été trop difficile. Je me suis immédiatement tournée vers Flore et Zéphyr, qui propose une joaillerie éthique, des bijoux magnifiques fabriqués à la main, avec de l'or labellisé Fairmind. C'est un label qui répond à des exigences de développement durable strictes, tant sur le plan social qu'environnemental. Le label s'assure par exemple de l'égalité salariale entre hommes et femmes, il interdit le travail des enfants et il impose un environnement de travail sain et sûr pour les mineurs. Flore et Zéphyr, c'est une marque véritablement engagée qui met aussi en valeur le savoir-faire français pour favoriser le développement de l'économie locale et pour limiter au maximum son empreinte écologique. Du coup, je suis plutôt fière d'avoir choisi cette marque pour le grand jour. Et je tenais une nouvelle fois à remercier Flore et Zéphyr de soutenir Nouveau Modèle. Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous. De leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Marie Courroy, la fondatrice de Mode Trotter. Marie a fait une école de commerce sans vraiment savoir ce qu'elle voulait faire plus tard. Puis après un premier stage chez Vanessa Bruno, elle commence sa carrière dans la mode. 12 ans plus tard, elle est à la tête de sa propre marque Mode Trotter. Quel regard porte-t-elle sur l'industrie textile ? Quelles évolutions l'ont marquée ? Où souhaite-t-elle aller avec Mode Trotter ? Et quels engagements responsables envisage-t-elle de mettre en place ? J'ai posé toutes ces questions à Marie, qui a répondu avec beaucoup de franchise et de transparence. Un mot qui la guide dans chacune de ses décisions. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie. Bonjour Merci Chloé. beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors pour cette première question qui est devenue un petit peu rituelle que je pose à toutes mes invitées, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière pour que tu nous racontes ton enfance ? Comment ça s'est passé ? Où est-ce que tu as grandi ? Quel genre d'éducation tu as reçu de la part de tes parents ? Ça nous permet de te connaître un petit peu mieux. Alors, je suis née à Paris, mais j'ai toujours habité en banlieue, donc toute petite chez mon papa et ensuite chez ma maman dans les Hauts-de-Seine, à Ville d'Avray, c'est à côté de Saint-Cloud. Okay. Alors c'est marrant parce que pour les Parisiens, je suis pas du tout parisienne, et pour tous les provinciaux, quand tu dis que t'habites dans le 92, on dit oui, bon, Paris quoi. Bon, donc je ne sais pas, un mix en tout cas entre Paris et pas Paris. Mais pour moi, en tout cas, je n'ai pas habité à Paris puisque j'étais dans une maison avec un jardin, et pour moi, c'est pas Paris quoi, parce qu'à Paris on est dans des apparts, on n'a pas de jardin. Donc voilà, une enfance très heureuse, des parents divorcés, mais ça m'a jamais posé de problème. Enfin, en fait, j'en ai aucun souvenir, donc on peut pas regretter ce qu'on n'a pas connu, n'est-ce pas ? Okay. Donc voilà, donc j'ai pas été malheureuse. Bien au contraire. Mais donc parents divorcés et remariés chacun de leur côté. Donc j'ai une sœur Perrine qui a 1 an et demi de moins que moi, et ensuite j'ai des demi-frères et sœurs, mais que je considère vraiment comme mes frères et sœurs. Pauline et Maxime du côté de chez mon père, avec qui j'ai 8 et 10 ans d'écart, et Elliot, avec qui j'ai 15 ans d'écart du côté de ma maman. Ok, donc famille nombreuse, famille recomposée. Nombreuse, j'adore, une belle-mère que j'aime d'amour. Voilà, maintenant j'ai un nouveau beau-père. Bon, j'en ai eu plusieurs des beaux-pères. Mais ma maman se marie le week-end prochain, donc comme génial. quoi, Okay. voilà, la vie est longue et pleine de surprises. Mais non, famille hyper heureuse, enfance hyper heureuse.
C'est que c'est marrant parce que c'est vraiment en vieillissant maintenant que je me rends compte de la chance que ça a été d'avoir eu une enfance aussi heureuse. Moi, j'ai une hyper grande famille en plus. Mon père, il a 5 sœurs et tout. Et j'ai plein de cousins, cousines, etc. Et vraiment, c'est une famille, mais il n'y a aucune histoire. Tout le monde s'entend hyper bien. Génial. Et vraiment, c'est maintenant que je suis vieille que je me rends compte du bonheur que c'est et surtout des valises que ça m'a donné. Enfin, pour grandir droite, quoi. Ouais. De façon saine, une base saine, quoi. Ouais. Et je me rends compte aujourd'hui de la chance que c'est, voilà, d'avoir eu une enfance hyper heureuse dans une famille aussi simple, aussi honnête, aussi droite. Enfin, voilà, il n'y a jamais eu un souci, quoi. Et comment on te parlait de mode quand tu étais plus jeune? Je sais pas si on t'en parlait. C'est une question que je pose à mes invités pour savoir s'il y avait un terreau déjà un peu. Alors c'est marrant parce que je me souviens que ma mère, parfois, elle m'achetait des vêtements de marque. Je me souviens surtout un jour d'un pull Chevignon. Elle m'avait dit, regarde, je t'ai acheté un trop beau pull Chevignon. Et moi, je le trouvais horrible. Et je lui avais dit, mais maman, c'est pas parce qu'il y a écrit Chevignon que je vais le trouver beau. Bah, en vrai, ça a toujours été un peu ça. C'est-à-dire que moi, j'ai quasi aucune fringue de luxe. Je m'en fous complètement. Demain, on m'offre un sac Chanel, je dirais pas non, hein. Mais jamais j'irai mettre 3000 balles dans un sac, déjà. Mais genre même, enfin, ça me viendrait même pas à l'esprit. Et, je sais pas, moi, j'aimais déjà les couleurs, les matières, etc. Mais la marque en elle-même, je m'en foutais, quoi. Ouais, tu choisissais vraiment le vêtement pour le vêtement, quoi. Pas pour, exactement. Ouais. Ok. Et pourtant, j'étais ado, donc à l'adolescence en général, au contraire. T'aimes la marque, tu t'en fous même si c'est moche. Tant qu'il y a écrit Chevignon en énorme. À la mode ou en tendance. Moi, c'est le contraire. Ouais. Okay. Je m'en foutais qu'il y ait écrit Chevignon, je voulais juste que je le trouve beau. Ok. Ce qui est déjà pas mal, c'est un bon début. C'est déjà pas mal. Et tu dis dans une interview, j'ai trouvé cette phrase intéressante, je n'aime pas la mode, j'aime tout ce qu'on peut raconter avec un vêtement, c'est-à-dire? Eh ben, la mode en soi ne m'intéresse pas, c'est-à-dire que vraiment, je regarde aucun défilé, je connais aucun créateur, enfin, je connais des noms comme ça, mais je sais même pas chez qui ils sont. En fait, à partir du moment où ça ne m'intéresse pas, c'est pas parce que j'évolue dans ce secteur-là que je dois connaître les grands noms de telle ou telle maison, tu vois, je m'en fous. Voilà, ils font leur job, je fais le mien, voilà, quoi. Ouais. Et du coup, quelque part, ça me donne un côté assez pur, parce que quand on me dit oui, donc ça pourrait être une blouse d'inspiration, Eddie Slimane, époque, je sais pas quoi. Mais en fait, non, c'est-à-dire que moi, elle est sortie d'une inspi, d'une image, enfin, ça peut être de l'imagination, mais ça peut être aussi quelqu'un que j'ai vu dans la rue ou je sais pas quoi. Mais ce sera jamais sorti d'un défilé comme ça en me disant tiens, je vais repomper Céline parce que je trouve que la blouse est jolie, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Donc voilà. En revanche, j'aime ce que le vêtement dit de nous. J'adore prendre le métro, par exemple. J'avais un scooter, je l'utilisais jamais parce que j'aime être au milieu des gens. J'adore regarder comment les gens sont habillés. J'adore regarder les fautes de goût. Enfin, ou ce que moi, en tout cas, je peux considérer comme une faute de goût, mais qui n'en est sûrement pas une pour la personne qui le porte. Et je trouve ça super. Voilà, j'adore qu'on s'habille pas tous de la même façon. Qu'il y ait des couleurs. Là, en passant, là, il y avait je suis passée au mur. Du coup, il y avait l'IFM. Je sais pas, il y avait un mec devant qui avait des espèces de chaussures violettes impossibles, mais je trouve ça génial, moi, que le mec il tente ça. Et je trouve que ça en dit forcément sur la personnalité, parce que quand on veut se fondre dans la masse, on s'habille plutôt en noir et on fait un peu low profile, alors quand on porte des chaussures violettes, on assume, quoi. C'est clair. C'est que forcément on a un petit brin d'excentricité que je trouve assez marrant. Ouais, c'est vrai que c'est assez génial, ça dit beaucoup de choses des gens, les vêtements. Ouais, et ce qui est drôle, ce que j'ai toujours dit, c'est que à Paris, tout le monde s'habille en noir, en bleu marine, en gris, voilà. Et quand on va au ski, alors là, c'est l'explosion de couleurs. Et là, les gens, carrément, sortent du orange fluo, du rose fluo, du jaune, des couleurs qu'ils n'oseraient jamais mettre à Paris. Et alors ça, c'est ma grande interrogation. Parce que moi, j'ai aucune... C'est un peu l'exutoire, en fait. Ouais. Et ça, c'est un truc vraiment que j'aimerais creuser parce que chez moi, ça ne fait aucune différence. Enfin, je veux dire, moi, je me suis toujours habillée en couleurs et tout, donc... que ma tenue de ski soit en corrélation avec mes tenues parisiennes ne sont pas très étonnantes. Mais en revanche, que quelqu'un qui s'habille en noir toute l'année, qui se tape une combi jaune poussin et tout, avec un bonnet rose quand il va au ski, alors ça, moi, je trouve ça... À la fois, c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Et à la fois, vraiment, ça m'interroge. Je me dis, mais pourquoi au ski, t'oses ça et t'oserais jamais mettre ne serait-ce qu'un pull rouge pour aller travailler? Le regard des autres, peut-être? Peur du jugement, c'est vrai que dans une combi de ski... Mais même à la montagne, comment ça se fait que d'un coup, à la montagne, on a décidé que les couleurs, c'était génial, alors que pour aller travailler dans la banque, faut être en gris, blanc et... Tu vois? Ouais.
Ah non, c'est vrai. Ouais. Bon bref, c'est un non, autre mais sujet. On en fera un autre podcast. on pourrait en parler pendant longtemps. Et comment toi, ton rapport aux vêtements, il a évolué depuis petite jusqu'à aujourd'hui, parce que tu as créé une marque entre-temps et tout, donc comment tout ça a évolué? Je pense que ça s'est fait vraiment de façon naturelle parce qu'au début, j'avais un multimarque, donc j'achetais les marques des autres et je l'ai fait pas parce que j'avais une frustration de création et tout, pas du tout, c'est que vraiment je voulais acheter des vêtements que moi j'aimais et les proposer ensuite à la vente. Donc ça a commencé comme ça. Et ensuite, pendant l'ancien mode trotteur, j'ai fait 2-3 collabs qui avaient hyper bien marché. Et donc, à un moment, ça devenait de plus en plus dur, le multimarque. Et donc, j'ai fini par me dire, tiens, et si je lançais ma marque, à chaque fois que je fais une collab, ça marche hyper bien. Il y a peut-être un truc à creuser. Et voilà. Mais je me suis pas pris pour une créatrice du jour au lendemain. C'est-à-dire que moi, je sais toujours pas dessiner. Ça n'a pas changé. Je sais juste ce que j'aime. Je savais, j'avais des petites choses, des petites cases dans ma tête qui étaient bien définies. Et je savais ce que je voulais y faire entrer dedans. Mais voilà, quoi. Ouais. Mais encore une fois, je partais pas de zéro, parce que comme j'avais déjà eu mon site internet, je voyais déjà ce qui marchait chez ma trotteur, je voyais ce que les clients aimaient, je voyais ce qui marchait pas. Voilà, donc je partais quand même pas de rien du tout, quoi. Ok. Et tes goûts et ta façon de t'habiller, ça a toujours été à peu près la même chose depuis petite. Non, je pense pas. Non. Enfin, je pense que j'ai toujours eu rien à cirer du regard des autres dans la façon de m'habiller. Mais je me souviens qu'au lycée, je portais des Buffalo, oh là là, immondes, alors que personne portait ça dans mon école. Mais moi, j'adorais, je trouvais ça canon. Et j'avais l'impression vraiment d'être méga cool. Mais j'avais plus un style, genre, j'adorais Lady Soul. Tu vois, c'était la grande époque Lady Soul. J'avais, je pense, toute la collection Lady Soul. La grande doudoune atroce, là, oh là là, c'était immonde. Mais bon, j'adorais. Mais du coup, dans ce lycée et ce collège un peu bourgeois de la banlieue ouest et tout, personne s'habillait comme ça. Hein. Mes copines, les parents les habillaient plus chez Jacadi avec des petits cols qu'avec du Lady Soul, quoi. Donc, c'était pas le même style, mais je m'en foutais complètement. Donc, je n'ai toujours eu que faire du regard des autres. Mais mon style a quand même évolué parce que Dieu merci, aujourd'hui, je ne mets plus de Buffalo et je ne m'habille plus en Lady Soul. Donc il a évolué, mais il a toujours peut-être été un petit peu... moi, j'ai pas du tout l'impression d'être excentrique. Hein, donc il a juste... jamais juste suivi toutes mes copines de collège et de lycée, quoi. Ouais, ok. Et donc, mode je me suis jamais habillée en noir. Ça n'a jamais été mon truc. Jamais du tout. Ouais, ok. Et donc mode trotteur avec tout ça, enfin à la fois le multimarque puis ta marque, ça a 12 ans je crois. Hein, ouais, ça fait un truc 12 comme ans. Ça, ouais, sûrement. Donc j'imagine que tu as vu toutes les évolutions de l'industrie textile. Est-ce que tu peux le partager avec nous, c'est-à-dire avec ton regard toi de créatrice de marque, comment tu as vu cette industrie évoluer, sa prise de conscience sur les questions de responsabilité, tout ça un petit peu. C'est toujours intéressant d'avoir le regard de quelqu'un qui est en interne de tout ça. Alors, ce qui est marrant, moi je trouve, mais alors c'est vraiment hyper perso, hein, que ça fait pas si longtemps que les marques quand même s'intéressent un peu à tout ça, tout ce qui est RSE et tout. Parce que moi, quand j'achetais les marques donc des autres, donc c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 4-5 ans, que j'avais encore l'autre mode trotteur. Clairement, c'était pas un sujet. C'est-à-dire qu'il y a aucune marque qui me vendait leurs produits en m'expliquant que c'était des produits éco-responsables ou que c'était fait en graines de, graines de chia, je sais pas quoi. Enfin, pas du tout, quoi. Donc c'était pas un sujet chez aucune marque. De la même façon que la production au plus juste, c'était pas un sujet non plus. Donc vraiment, moi, quand j'ai lancé Mode Trotteur, déjà, j'ai voulu que ce soit moins cher que les marques, en tout cas, que je vendais à l'époque sur Mode Trotteur, parce que je voulais que tout le monde puisse s'acheter des vêtements. Et je dirais que, je sais pas, je pense que ça a changé à peu près il y a 3 ans, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, moi, j'ai eu du bol, parce que comme on était une nouvelle marque, on a pu tout de suite, nous, se lancer quelque part sur un créneau qui était encore peu exploité. Parce qu'on avait la chance, c'est tellement plus facile quand on est une toute petite marque de faire des changements de cap comme ça. Quand on est un mastodonte à 500 millions de chiffre d'affaires, tout d'un coup prendre un virage du jour au lendemain, éco-responsable, machin. Enfin, c'est un boulot. Nous, on l'a vu déjà à notre mini niveau. Déjà, le travail que j'ose même pas imaginer, des marques comme, je sais pas, les Maje, Sandro et compagnie. C'est vraiment titanesque. Ils ne peuvent le faire que par palier, c'est impossible. Et puis en vrai, tout ce qui est RSE et tout, nous on a rencontré, c'était juste avant le confinement, on avait rencontré une agence justement pour travailler avec eux.
Il y a tellement de sujets que, en fait, il faut choisir ses batailles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être irréprochable. Donc moi, ça, je suis très à l'aise sur ce sujet-là. C'est-à-dire que je ne considère pas du tout qu'on est irréprochable et je pense quelque part malheureusement, mais c'est comme ça qu'on le saura jamais. Et personne ne l'est. Mais voilà, mais moi non plus à titre perso, tu vois. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on fait du mieux qu'on peut. Et voilà, on a conscience de certains trucs, mais on peut pas se battre sur tous les sujets. Donc nous, on a choisi nos batailles, c'est tel et tel et tel et tel sujet. Et les autres, bah malheureusement, on les laisse pour les autres parce qu'on peut pas de toute façon. Et j'estime que déjà, si on arrive à bien faire ça, on sera déjà content. Tu vois. Ouais, ce sera déjà pas mal. Et peut-être plus tard, dans un futur plus loin. Ah, mais bien voilà. sûr, de toute façon, avec l'agence, on s'était mis des objectifs à 3 ans. Et une fois que les 3 ans sont atteints avec ces objectifs-là, et qui sont bien faits, etc., bah, hop, on passe au suivant. Mais elle nous expliquait, et à juste titre, que comme toutes les petites marques ont plein d'idées, plein d'énergie, et justement, avec qui c'est facile de faire bouger les lignes, et ben on veut faire beaucoup trop de choses, trop vite. Résultat, on les fait toutes, et on les fait toutes hyper mal. Donc elle nous a dit, vous vous reconcentrez sur, je sais pas, 3 à 5 sujets, peu importe, et vous allez au fond du sujet, et vous le faites à la perfection. Et en fait, elle a raison. Ouais, c'est clair. Mais 3 ans, c'est assez, c'est court, enfin, c'est assez ambitieux parce que quand t'entends les grandes marques qui te disent d'ici à 2030. Ah non, mais nous, on a déjà du mal à voir à la semaine prochaine. Alors déjà, à 3 ans, c'était déjà pas mal. Ouais. Du coup, on va creuser un peu le sujet responsabilité chez Mode Trotter. Mais d'abord, première question. Toi, à quel moment tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile? Est-ce qu'il y a eu un moment clé ou ça s'est fait progressivement? Non, je crois que ça s'est fait progressivement. Ouais. Petit à petit, à force de voir autour de toi les marques, entendre parler. Ouais, bien sûr. Okay. Puis, enfin, comme tout le monde, je suis pas mieux que les autres. C'est vraiment à force de lire des choses, les articles, les interviews, de voir aussi les stocks qu'on fait, qui sont pas forcément tous vendus et qu'on stocke. Et donc, il y a tout ça. Ouais, ça les ateliers aussi. Nous aujourd'hui, je suis très fière des ateliers avec lesquels on travaille. Mais au tout début, quand j'ai lancé la marque. Quand je cherchais encore des ateliers, j'ai visité des ateliers à Paris, donc en bas dans le Marais, donc pas le pire quartier de Paris. Et ben, je t'assure que t'aurais pas envie d'y vivre dans ce genre d'endroit. Ouais. Il y avait carrément du carton aux fenêtres, les vitres étaient pétées. Enfin, ils vivaient. Enfin, c'était vraiment insalubre total, quoi. Vraiment insalubre total. Et pourtant, les marques qui travaillaient avec cet atelier peuvent se targuer d'un Made in France, voire un Made in Paris, ce qui fait rêver les gens. Alors, je peux te dire, quand tu voyais les petites couturières à l'intérieur, ça te faisait pas rêver. Ouais. Donc ça, par exemple, j'en ai pris conscience hyper tôt. Et donc, pour moi, ça n'a jamais été un sujet. C'est-à-dire que quand on me disait, mais pourquoi vous communiquez pas plus sur le fabriqué à Paris et tout? J'ai dit, mais parce qu'en fait, en vrai, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que tu peux travailler à Paris, malheureusement, et être payé 1 euro la chemise. Et tu peux travailler avec des usines en Inde. Nous, on a une usine en Inde avec laquelle on fait des broderies et tout. C'est une usine que de femmes. Elle est super. Les femmes finissent de travailler à 18h. Ils travaillent pas le dimanche, blabla. Enfin bon, il y a plein de petits trucs comme ça. Et alors, je dis pas que c'est parfait. J'ai juste que, elles ont un savoir-faire qu'on n'a pas nous ici. Ouais, sur la broderie, et 2, c'est clair. Moi, en fait, ça ne me pose aucun problème d'expliquer que si je fais nourrir si je contribue, en tout cas, pour nourrir une famille indienne, et ben pour moi, ça a autant de valeur que de payer une famille française, en fait. Donc moi, le Made in France, le Made in Europe et tout, sincèrement, je vais choquer plein de gens, mais c'est un sujet qui ne me parle pas. Parce que moi, ce qui me parle, c'est l'humain. Et de payer quelqu'un pour vivre en Moldavie, en Grèce, en Italie ou à Paris, pour moi, c'est la même chose, en fait. Ouais. C'est la même chose. Tant que tu Après, il y a d'autres sujets, tu vois. Il y a sûr. d'autres. Alors oui, quand tu es en Inde, si ça vient par avion, du coup, tu as un bilan carbone que tu n'as pas à Paris. Enfin après, mais du coup, c'est pour ça que c'est un sujet hyper compliqué. Ouais. C'est qu'il est vraiment sans fin. Ouais. Et que mais ouais. Donc on peut pas être parfait. À partir du moment où tu mets le doigt là-dedans, du coup c'est titanesque. Ouais. Titanesque. Ouais. Et c'est qu'on n'a pas forcément, on s'en rend pas forcément compte. Enfin moi maintenant plus parce que ça fait 2 ans que je parle avec des gens qui sont là-dedans. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, les consommatrices et les consommateurs, ils s'en rendent pas forcément compte de tout ça, de tout ce que ça représente. Nous par exemple, pour parler par exemple des matières qu'on utilise chez Mode Trotter, on utilise plein de matières, mais on a notamment, et on n'arrêtera pas, on fait du polyester. Et bien, le polyester, alors il y en a plein qui disent ça pollue, etc. Mais bien sûr, je suis complètement d'accord. Je vais évidemment pas dire le contraire. Mais à un moment, le polyester, moi j'ai des chemises de ma grand-mère qui sont en polyester, qui datent des années 50, qui sont encore nickel. Le polyester, tu le mets en boule dans ta valise, ça ne se repasse pas. Ça dure, je dis pas que c'est incassable, mais ça dure, tes vêtements ils durent 1000 ans avec du polyester. Il y a des polyesters qui nous coûtent 1 tonne, qui nous coûtent plus cher que d'autres matières parce que c'est des polyesters qui sont hyper quali, qui ont des touchés soie, enfin qui sont vraiment canons.
Je parle pas du vieux polyester qu'on avait chez H&M dans les années 2000, tu vois. Aujourd'hui, il y a vraiment des polyesters quali. Et à contrario, on fait également de la viscose. Et ben la viscose, tu la laves une fois sur deux, elle rétrécit parce que c'est un tissu c'est naturel, donc ça bouge. Et en vrai, on a 1 milliard de fois plus de problèmes avec les viscoses qu'on utilise chez Maître-Auteur qu'avec le polyester. Et les clientes sont jamais contentes quand elles te disent oui, ma robe du coup elle est complètement froissée. Bah ouais, mais quand on vous propose la robe en polyester, vous nous dites ah bah non c'est pas du polyester. On vous la propose en viscose, bah ouais elle se froisse, bah ouais. Et du coup alors elle reprend sa taille avec la chaleur, donc si tu la repasses, elle reprend sa forme initiale. D'accord. Mais moi qui ne repasse jamais par exemple, eh ben ça me fait trop chier d'avoir à repasser un truc. Et il y en a d'autres qui vont dire bah ouais mais si il faut que tu la repasses, tu utilises encore de l'électricité. Enfin, c'est pas possible quoi. Ouais. Le coton, bah oui mais si vous utilisez du coton, vous vous rendez compte de toute l'eau que vous utilisez quand vous produisez du coton. Oh. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et j'en ai parlé avec Alix Petit de la marque Limestone, que tu connais, je crois. Très bien, bien sûr. Et c'est exactement ça, quoi. On avait exactement le même genre de discussion sur les matières et tout. Mais on va détailler. Enfin, si ça t'ennuie pas, on va détailler un peu tout ça. Et alors, pour revenir aussi un peu à la démarche, le mieux dans Maître-Auteur et comment vous le faites. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette transition? Là, tu parlais d'une agence avec laquelle vous travaillez. Donc, comment ça se passe concrètement? Donc là, sur quel sujet vous travaillez? Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer? On n'a pas encore signé avec elle parce qu'on devait faire tout ça quand le confinement est tombé. Ouais. Donc, quand on a sorti la tête de l'eau avant l'été, on a dit bon, on se reparle à la rentrée parce que là, on a d'autres sujets quand même. Mais ça, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Ouais. Donc, on va le faire. Je ne sais pas comment et tout, mais c'est sûr qu'on va le faire. Et j'aime beaucoup l'idée d'être accompagnée parce que justement, c'est un sujet trop compliqué. Et si on veut le faire vraiment bien, il faut le faire avec des gens qui s'y connaissent et dont c'est vraiment le travail. Ça, c'est ce que j'ai compris toute seule parce que pour avoir essayé depuis 2 ans avec les filles, on a fait 1 milliard de trucs. On a fait par exemple le mois de l'océan. On a fait des t-shirts 100% des bénéfices à une association pour la préservation des océans. On a fait les petits pins du cœur. On a des petits pins en forme de cœur qui sont mis de façon aléatoire sur nos vêtements par les fabricants. Et la cliente, si jamais elle tombe sur le vêtement, si elle achète une robe et que elle reçoit la robe avec le petit pins, ça veut dire que 100% des bénéfices de sa robe vont à une association. On a un rien c'est tout. Quand on paye sur le site, la cliente peut décider de donner, peu importe, 1 euro, 100 euros, la somme qu'elle veut, à 4 associations, une dans l'environnement, une dans la protection à l'enfance. Et nous, on abonde du même montant que ce que donne la cliente. Je trouve que c'était la moindre des choses. Et ça marche hyper bien. Donc ça, on a été ravis parce que quand on l'a fait, la fille nous a dit, franchement, soyez pas déçus, mais en moyenne, vous allez voir à la fin de l'année, on aura récolté 600 euros. Et moi, j'étais tombée de ma chaise en disant, mais c'est pas possible et tout. Et en fait, c'est ce qu'on avait récolté, mais je sais pas, en 15 jours, enfin, hyper vite. Donc ça marche vachement bien. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a fait tellement de trucs, en fait, que je suis sûre que je vais en oublier plein. Ah bah si, on fait nos collections upcycling. 2 fois par an, une sur l'hiver, une sur l'été. On réutilise nos anciens modèles avec nos vieux stocks de tissus. Et donc ça, c'est des choses entre guillemets faciles et qu'on peut faire facilement. Mais enfin, je veux dire que vous pouvez mettre en place seul, quoi. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui pour nous, c'est de certifier que telle usine. Parce que c'est bien beau d'aller la visiter. Là, on est allé en Inde il y a quelques mois pour visiter l'usine en Inde. Bon, bah, c'est canon, c'est super. Mais c'est vrai que, qu'est-ce qui se passe une fois que t'as le dos tourné et que t'es rentré à Paris? Est-ce que vraiment, tu vois? Donc ça, par exemple, c'est des trucs qu'on sait pas faire, nous. Tracer plus loin que juste aller les voir et tout. Donc pendant longtemps, on s'est contenté de ça. Et on estimait que c'était déjà pas mal à notre mini niveau, encore une fois. Mais on est bien consciente qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas du tout suffisant. Mais comme on ne sait pas le faire, et ben c'est justement, ça fait partie des petites choses qu'on va aimer déléguer à une boîte. Donc c'est d'avoir des ateliers certifiés ou de faire certifier vos ateliers ça vous assurer être les deux. Ok. Les deux. Pareil, ça fait longtemps qu'on essaye de trouver des matières recyclables et franchement, tout ce qu'on voit, c'est immonde, quoi. C'est immonde. Donc moi, je veux bien faire du recyclé, mais je veux pas que ça soit au détriment de ce qu'est l'ADN de Maître-Auteur, tu vois. Si tout d'un coup, je me rappelle surtout d'un mec qui était venu me présenter plein de trucs et toutes les couleurs étaient hyper ternes. Et il me disait, bah oui, mais c'est le recyclé. Bon, vrai ou faux, j'en sais rien. Donc, toujours est-il que j'ai dit, ah, ok. Bah, dans ma tête, je me dis, bah ouais, mais si c'est aller à l'encontre, du coup, de moi, ce que j'aime, c'est-à-dire la couleur plutôt vive, etc.,
est-ce que pour, entre guillemets, protéger l'environnement, je suis capable de faire des vêtements que je n'aime pas pour une clientèle qui, du coup, peut-être ne les aimera pas et me retrouver avec un stock qui ne sera pas vendu. Et encore une fois, chacun sa bataille, mais moi, je décidais que non. Et que ça viendra peut-être, parce que je pense que c'est pour le coup un secteur en pleine évolution, les fabricants de tissus dans ce genre de matière. Et et d'ailleurs, cette saison, on a vu des trucs vraiment pas mal. Donc, je pense que ça va ne faire qu'évoluer et qu'aller de mieux en mieux. Mais si c'est le faire, pour le faire, juste pour qu'on puisse dire, Mode Trotteur a fait ce truc en polyester recyclé, mais que c'est moche, mais en fait, pour moi, ça a zéro intérêt, en fait. En revanche, le jour où on continue à chercher, donc c'est pas un sujet qu'on a mis de côté, et le jour où vraiment on trouvera des jolies matières, des jolies couleurs et tout, mais on foncera. Et au contraire, et on le fera à fond, on sera hyper contente, etc. Mais tant qu'on n'a pas trouvé, mais c'est comme tout, c'est comme, je sais pas, si demain on cherchait, j'en sais rien, moi, du cachemire pour faire des manteaux, tant qu'on trouve pas du vrai cachemire hyper beau ou je sais pas quoi, on l'aurait pas fait, on aurait fait des manteaux dans une autre matière. Là c'est pareil. Si on veut faire du recyclé mais qu'on trouve pas les jolies matières pour le moment, on fait pas, puis on fera quand le moment sera venu, parce qu'on aura les vrais moyens de le faire. Ouais. Non, et puis c'est complètement honnête et transparent, voilà, sur la démarche ça, et de savoir. Nous, en fait, c'est marrant parce que j'ai dû faire un travail pour mes actionnaires qui s'appelait plateforme de marque, et justement la baseline que j'ai écrite, c'était en fait, je prône pas la perfection, je prône juste la transparence. Donc voilà, on va pas mentir, c'est du polyester. Oui, c'est du polyester. En revanche, on le paye le prix de la soie, donc je veux dire, c'est du beau polyester. C'est ça qui va durer, parce que c'est vrai que la durabilité, c'est aussi un gros sujet. Parce qu'un vêtement qui va se trouer, qui va rétrécir, qui va un t-shirt blanc qui va devenir gris, voilà. Du coup, qu'est-ce que tu fais, t'en rachètes un. Donc il avait beau être en 100% coton bio, même si tu veux, si t'en rachètes un, ça veut dire que le pari il est perdu déjà. Donc mais c'est pour ça que c'est un sujet hyper compliqué. Et que je dis pas du tout que nous, on est parfait, on fait vraiment comme on le sent, en sachant qu'on fait et qu'on fera des erreurs. Mais en tout cas, on les assume parfaitement parce que je sais comment je le fais et pourquoi je le fais. Mais c'est un sujet hyper compliqué, hyper compliqué. Sans fin, Et puis surtout, une fois que tu commences à le dire, on te tombe dessus, au moindre écart, on va te tomber dessus. Si tu commences à dire, nous, on est une marque très équitable, très éthique, très machin, très truc, avec un RSE parfait et tout, je peux te dire qu'au moindre faux pas, tu vas prendre cher. C'est pour ça qu'il y a plein de marques qui communiquent pas dessus. Même des gros groupes et tout, de luxe, des groupes comme Kering qui font des choses, plein de choses, mais qui le disent pas parce qu'ils sont loin d'être parfaits. Bon, c'est sûr que c'est des mastodontes, donc pour faire bouger tout ça. Je trouve ça un peu dur parce qu'on devrait féliciter les gens qui font des choses quelles qu'ils soient, Kering ou peu importe, et arrêter de pointer du doigt sans arrêt ce qui va pas. Je me rappelle, pendant le confinement, j'avais fait un live machin, et à un moment, justement, on parlait de ça, et il y a une fille qui, sur les questions, qui m'a dit, justement, quand on parlait de l'Inde, des broderies, elle me disait, merci pour le bilan carbone. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. En fait, à un moment, je trouve ça vraiment, mais dans tous les secteurs, c'est pas que la mode, mais tellement désagréable de pointer du doigt toujours ceux qui ceux qui font mal ou ceux qui est fait de mal. À la fois, si t'as 70% de trucs chouette et que t'as 30% de trucs qui sont encore un peu border, mais encore une fois, tu peux pas tout révolutionner en un jour, et que c'est déjà pas mal. Il y en a qui font rien, tu vois. Et ce qui est compliqué en plus avec l'industrie textile, c'est l'équilibre, je trouve, environnement, droit humain, parce que imaginons, bilan carbone de l'Inde, on rapatrie tout en Europe, en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes en Inde qui vivent de cette industrie et qui ont besoin, elles vont mourir de faim du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'importe, c'est l'humain, et qu'au final, pour moi, ça a le même prix de nourrir une famille indienne que bulgare, que portugaise ou que parisienne, en fait, ou française, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec ce truc. Oui, mais est-ce que c'est bien made in France? Tu sais quoi, je vais t'emmener dans l'atelier là, dans le Marais, et tu vas voir ce que ça peut être le made in France. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça. Bien sûr. Dieu merci. Et puis, faut savoir aussi que made in France, il suffit juste que je te mette les boutons de ta chemise en France, et ça s'appelle du made in France. Alors que ta chemise, en fait, elle a été faite à l'autre bout du monde. Elle peut être faite en Chine. Le fait qu'il y ait 3 boutons posés en France, c'est du made in France. Donc ça aussi, faut arrêter. C'est tellement hypocrite. Bref. Non, mais en gros, il y a toujours plein de gens qui critiquent alors qu'ils savent même pas. Voilà, il y a tellement de choses qui sont dites, racontées par des marques et tout, que certainement les gens sont perdus. Je pense qu'il y en a tellement qui ont abusé, surtout, qui pour le coup ont vraiment fait en Chine et vont vraiment fait poser juste une griffe avec écrit Made in France, et comme ça
c'est la dernière étape de la chaîne qui est prise en compte. Il suffit que tu fasses ça et c'est bon. Hein. Donc bon. Et alors, est-ce que vous avez d'autres sujets sur lesquels vous travaillez, d'autres choses que vous avez envie de changer, d'améliorer, ou ça, c'est un peu, déjà les ateliers, c'est vraiment le gros projet de ces prochaines années, ou est-ce qu'il y a d'autres choses Atelier et tissu, c'est déjà 2 gros dossiers pour nous. Ouais. Parce qu'on part vraiment de zéro, donc c'est surtout ça, ouais. Okay. Et si, il y en a un troisième, évidemment, et ça, il me tient vachement à cœur. Plus encore pour moi perso, mais encore une fois c'est à titre très perso que les 2 autres, c'est les précommandes. Non, pas, ça me tient pas plus à cœur que les usines, parce que les usines, évidemment, travailler avec des usines hyper correctes, c'est la base. Mais en tout cas, ça me tient plus à cœur, par exemple, que les matières éco-responsables, c'est les précommandes. C'est que de plus en plus, en fait, on développe des précommandes sur le site pour produire au plus juste. Et donc, contrairement à d'autres marques qui lancent des précommandes, mais qui derrière font un stock de malades, nous, on fait vraiment, donc pour moi, c'est un peu un non-sens. Nous, on fait vraiment des précommandes. Et il y aura, par exemple, là, on a lancé des mocassins. On en a juste mis 3 à la taille en plus pour faire potentiellement des échanges de taille, parce qu'il y a quand même ce problème. Mais sinon, il y en aura. Donc, il en aura un peu sur le site vite fait, si jamais il n'y a pas trop d'échanges de taille, mais sinon, c'est tout. Et pour produire au plus juste, pour justement arrêter les stocks et que les filles achètent en pleine conscience en disant ok, est-ce qu'on revient un peu en arrière, tu vois, comme quand on était petite et qu'on s'achetait des maillots de bain sur la Redoute qu'on recevait 6 semaines après. Là, c'est un peu pareil, on revient à plus de lenteur, à des achats du coup plus réfléchis. Est-ce que je le veux vraiment ? Oui, je le veux vraiment parce que je suis capable d'attendre 2 mois, donc oui. Ou non, allez. Ouais, j'en avais pas si besoin que ça. Exactement. Ouais. Ça, je pense que c'est un gros sujet pour les marques, justement, de produire au plus juste. Et ça, comment parce que il y a des gens qui sont pas encore prêts à attendre, malheureusement. Comment vous en parlez ? Enfin, ce sont des gens qui étaient prêts à attendre et qui ne le sont plus. Parce que, encore une fois, il y a 15 ans, quand on recevait le catalogue La Redoute, je pense qu'on a toutes acheté des trucs sur La Redoute, Soft Grey, là, je sais pas quoi. Donc, on a toutes attendu des semaines notre pull, notre jean, notre chemise, notre manteau, notre maillot. Donc, c'est juste qu'on a perdu la notion de patience avec le monde dans lequel on vit. Mais c'est juste un truc à réapprendre. C'est vrai. Mais j'ai bon espoir que le confinement ait remis ça au goût du jour. Ouais, tu penses que ça a changé un peu cette dimension-là ? En tout cas, ça l'a vraiment changé chez moi. Donc, je me dis que si ça l'a changé chez moi, c'est que ça l'a forcément changé chez d'autres. Ouais. La précommande, tu veux dire, c'est un sujet que vous avez... C'est le confinement qui t'a en donné encore plus envie de faire ça ? Ça fait longtemps que je voulais le faire, mais le confinement, ça a été vraiment le déclic. J'ai dit, OK, on le fait direct. On n'attend plus, on arrête de se poser des questions, on le fait. Et on verra comment on le fait un peu en avançant, quoi. Ok. Et ça, comment vous éduquez les clientes sur ce sujet ? Est-ce que vous avez déjà commencé à... Moi, je pense qu'elles vont s'éduquer toutes seules parce que quand elles vont recevoir... D'ailleurs, c'est marrant parce que on l'a vu tout de suite avec les mocassins. On a eu un certain nombre de précommandes et les clientes ont été livrées. Et on a eu des demandes de réassort derrière direct, mais genre une flèche de demandes de réassort. Parce qu'elles ont dû les voir sur leurs copines, elles ont dû dire mince, en fait, je pensais qu'il y en aurait quand même en stock, en fait non. Et du coup, je pense qu'elles vont s'auto-éduquer parce que quand elles vont vouloir acheter et qu'elles vont se rendre compte qu'en fait il y en a pas vraiment, et quand on le fait vraiment le jeu des précommandes et non pas ce que je disais, la fausse précommande et ensuite 1 milliard de stocks derrière. Non, c'est vraiment de la précommande au sens très juste du terme, quoi. Ok. Donc, je pense qu'elles vont le comprendre toutes seules. Ça, c'est hyper intéressant. Mais c'est du coup, c'est contre, comment dire, c'est contre-financier dans le sens où on va perdre, pour le coup, on perd vraiment des ventes. Parce que si on avait fait là un stock, on se dit, ok, je dis au pif, on a vendu en précommande 100 mocassins, donc on va en refaire 100 pour avoir un stock en se disant que gna gna et tout. Donc, on en aurait vendu 200. Or, là, on s'arrête, du coup, il y a eu 100 précommandes, on rajoute juste 3 à la taille, donc on va s'arrêter à, 118, point barre. Et on le savait très bien qu'il y aurait d'autres demandes, parce que c'est toujours comme ça, mais c'est pas grave. Moi, tant pis, je préfère qu'on perde de l'argent, mais que ça rentre, et puis je me dis, une fois qu'elles auront compris, au bout de la 20e précommande, on fera 200, on passera à 1000. Ouais, non, c'est sûr. Mais ça faisait partie de mes questions, justement, un peu sur le moins, mais mieux. Tu sais, c'est un peu la phrase qu'on entend beaucoup aujourd'hui et qu'on essaie, que les gens essaient de mettre en place. Donc, savoir si vous seriez prêt à réduire le nombre de collections, réduire le nombre de vêtements par collection. On le fait déjà, là, pour la première fois pour l'été prochain.
encore une fois, c'est une réflexion après confinement, avec les précommandes et tout. On va faire moins de modèles. Ok. Ouais. Parce que pour plein de raisons, mais entre autres parce qu'en fait on a beaucoup trop de modèles, ça n'a plus de sens. Donc on va. Après c'est dur. Hein, là, j'ai du mal à me limiter dans la créa avec Faustine. Ouais, on a du mal. Ok. Ouais, donc le confinement a vraiment eu un effet sur toi, quoi, sur ta façon de voir la marque. Ouais, vraiment. Ouais. Et sur ta vie personnelle aussi ou? Moi j'avais déjà déménagé, enfin depuis le mois de janvier j'étais partie vivre à la campagne. Alors du coup le confinement est arrivé assez vite, mais je me suis au contraire dit que j'avais fait le meilleur choix de ma vie et que je suis tellement contente d'être à la campagne. Donc le confinement est arrivé au moment où j'avais déjà fait mon choix de nouvelle vie, donc je me le suis juste dit que j'avais fait le meilleur choix de ma vie. Mais bon, j'aurais été en appart, je peux te dire, ça m'aurait changé aussi. Mais non, moi Trotter, ça m'a fait réfléchir. Enfin, en fait, je trouve que on a eu un signal tellement fort de la planète, de ce qui se passe dans le monde. Quand tu vois qu'il fait 50 degrés à Los Angeles, enfin, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible de pas comprendre qu'il y a un problème, quoi. Donc oui, à notre mini échelle. Mais quand t'es parti dans une direction, c'est vachement dur de faire bouger les lignes. Donc pour les gros groupes, c'est encore plus difficile. Mais du coup, par exemple les précommandes, vu que c'est pas notre cœur de métier, ça a été difficile pour nous de le mettre en œuvre. Ouais, ça prend du temps. Ouais, c'est compliqué quand c'est pas comme ça que t'avances et tout. Nous, on fait des collections hyper rapidement, on enchaîne, on fait le shooting, bam, elle est en ligne 3 jours après. On fonctionne pas du tout avec 6 mois d'avance comme les marques traditionnelles et tout. Donc tout d'un coup, passer aux précommandes, ça veut dire avoir un proto et le proposer à la vente dans 3 mois. C'était pas du tout notre façon de fonctionner parce que du coup, ça rentre plus dans nos shootings. Enfin, c'est toute une organisation en fait à remettre complètement à plat. Et ta conscience éthique, responsable, personnelle, comment elle s'est développée, comment elle se développe aussi encore aujourd'hui, comment ça se passe dans ta vie personnelle, toutes ces prises de conscience, parce que là on a beaucoup parlé de la marque Mode Trotter, de tout ce que vous avez envie de mettre en place, tout ce que vous avez envie d'améliorer, tout ce qui est en train de se passer. Et toi, dans ta vie personnelle, il y a aussi un peu ces chamboulements. Bon, t'es partie vivre à la campagne, qui est un gros pas. Ouais. C'est un très gros pas, ouais. Mais c'est pareil que dans le travail, c'est-à-dire que je fais ce que je peux. Je sais que c'est pas parfait, et à la fois quand je vois que les camions poubelles de ma petite rue te mélangent mes 2 poubelles, je me dis mais pourquoi je me suis fait chier en fait à trier mes déchets alors que ça finit dans le même camion. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a des trucs, ce sont tellement des non-sens que c'est à te donner envie de baisser les bras, je trouve. Et donc je sais pas, il y a plein de, je fais ce que je peux, mais en étant un peu quand même je le fais de façon très pessimiste. Alors, en tout cas, là, par exemple, pour le tri des déchets, puis quand je vois le nombre de cartons que je reçois avec du papier, du truc, du machin. Nous, on a mis l'option, c'était un des petits trucs RSE. Ça fait longtemps, ça fait 2 ans maintenant qu'on a l'option sans emballage sur le site. J'ai vu, ouais. Où du coup, tu peux recevoir juste ton colis sans rien. Mais il y a encore par exemple ça. J'allais te demander justement s'il y avait beaucoup de filles qui prennent avec emballage. Ouais. Donc, on voit que le chemin est quand même un peu long. Hein. Ouais. Pareil, on a changé tous nos... Tu sais, les sachets en plastique dans lesquels tu mets les vêtements. Les polybags. Exactement. Merci. On a changé tous nos polybags depuis 2 ans. Ils sont en fécule de maïs. Du coup, ils sont recyclables et tu peux en faire du compost, etc. Bon, la vérité, c'est que je pense que personne n'en fait du compost. Hein. Ça m'étonnerait. Mais bon, ça limite le plastique. Voilà. Mais bref, en tout cas, à titre perso, le fait d'être allé vivre à la campagne, en fait, par défaut, ça m'a forcément mis face à justement des sujets environnementaux, mais que je fais par défaut, des trucs cons. Mais par exemple, je fais sécher mon linge dehors, donc pas de sèche-linge. Comme la campagne, les supermarchés et tout, t'es obligé de prendre ta voiture, tu réfléchis quand même à ce que tu vas manger, hein, c'est pas le Deliveroo que t'appelles en 3 minutes. Donc déjà il y a ça, et tu finis ton frigo, parce que quand il est 19h30 et que de toute façon le supermarché il ferme dans 5 minutes, tu finis ce que tu as à manger. Moi, j'ai jamais autant fini ce qu'il y avait dans mon frigo que depuis que je vis à la campagne. Et tout se réfléchit quand tu vas faire des courses. Comme tu sais que tu y retourneras pas demain, quoi. Tu réfléchis, tu te fais un peu des listes en disant, OK, qu'est-ce que je vais manger cette semaine? Alors après, oui, tu prends ta voiture. Mais à la fois, je préfère prendre ma voiture pour aller dans une ferme, acheter mes légumes et mon poulet, que d'aller à pied au Super U. Ouais. Tu vois. Mais tu vois, c'est sans fin.
Mais c'est pour ça que c'est sans fin, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. C'est des sujets hyper difficiles, donc chacun fait avec ses propres convictions. Moi, je me dis, bah tant pis, moi, Marie Courroy, je préfère prendre ma voiture, mais aller dans une ferme, acheter direct au producteur, que d'aller à pied au supermarché à Paris, au Super U. Ouais. Voilà. Et t'en as d'autres qui vont dire, ah bah non, parce que moi, pas de la voiture. Pas la voiture, voilà. Mais chacun son truc. Ouais. Et je me dis que si tout le monde fait avec ses propres convictions, on fera pas les mêmes choses, mais qu'au final, à la globalité, ça fera forcément du mieux, tu vois. Ouais, tu penses que le petit geste, enfin le geste individuel, il compte. Ouais. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que les gens du coup arrêtent de juger. Moi, je juge pas les gens qui prennent leur voiture. Bon, à la fois j'en fais partie, mais à la fois je prends le train pour aller travailler. Mais je juge pas les gens qui viennent travailler en voiture parce que peut-être qu'ils habitent dans un endroit où il y a pas de train, ou enfin, tu vois. Donc, je sais pas, chacun son. Ouais. Et même en tant que marque, je pense que ça doit être un peu décourageant parfois quand on essaie de mettre quelque chose en place, mais que comme c'est pas parfait parce que rien ne l'est, des personnes vont critiquer. Ouais, je sais pas si. Alors même pas qu'en tant que marque, je trouve que c'est décourageant même humainement pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, quand je voyais toutes les questions que j'ai eues pour la campagne, c'était jamais des questions méchantes, hein. C'était pas des jugements et tout, mais j'ai eu quand même plein de questions qui revenaient sur la voiture. Bah oui, c'est un peu décourageant, pas vis-à-vis de moi, parce que je m'en fous complètement de ce que les gens pensent de ma vie, puisque pour le coup, c'est un choix que j'ai fait, encore une fois, aligné avec tes valeurs. Exactement. Ouais. Mais c'est décourageant de se dire que les gens ne voient toujours les choses que d'un prisme. Tu vois, donc c'est décourageant. Et pour mode trotteur, en effet, quand on dit, bah, on fait des petits tote bags, plastic bags, là, en fécule de maïs, et que t'en as qui disent, oui, mais le fécule de maïs, ça donne des nanoparticules qui polluent, qui restent dans l'air, je sais pas quoi. Bah oui, ça, c'est décourageant. C'est décourageant parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas 50 000 solutions et on n'a malheureusement pas 10 personnes en interne qui pourraient s'occuper de ce genre de sujet pour trouver la solution idéale aujourd'hui, tu vois. Donc, déjà, vous avez fait l'effort d'aller trouver une agence spécialisée. Ah ouais. Tout le monde le fait pas. Non, mais j'imagine, ça doit vous coûter de l'argent, tout ça. Ah, c'est pas gratuit. Ça coûte de l'argent. Ouais. Et puis, on a dû en commander un stock, mais de malade, ce qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire. Enfin, et ça nous a coûté plus cher, surtout, parce qu'il faut pas oublier que le bio, ça coûte plus cher. Mais tu le sais, tout le monde le sait, hein, quand tu vas faire tes courses, tu le vois très bien, hein, qu'acheter des tomates bio, c'est pas le même prix que les tomates, voilà. Et ben là, c'est pareil, nos trucs en fécule de maïs, ils ont coûté plus cher que les trucs normaux. Donc quand après on se fait critiquer, après il y en a vraiment, enfin là je parle c'est anecdotique le nombre de gens qui critiquent ce genre d'action, mais quand même, tu vois, il y en a. Et ouais, donc oui, c'est décourageant, mais c'est décourageant, je te dis même pour nous humains, quand je sais pas, si demain toi tu tries parfaitement bien tes poubelles et que t'as une copine un peu ayatollah de tous ces trucs qui vient chez toi et qui dit oui, enfin tu pourrais quand même faire ton compost. Oui, bon bah je trie déjà mes poubelles, j'estime que c'est mon truc, compost, j'ai pas envie. Voilà, et t'as le droit, tu vois. Et puis le chemin se fait progressivement parce que à partir du moment où tout ça devient une énorme contrainte, ben on va plus le faire. Mais moi je suis complètement d'accord. Plus ça va être de la contrainte, moins les gens vont le faire. Ouais. Ah mais donc, ça j'en suis persuadée. Ouais. Donc il faut que petit à petit ça rentre dans les habitudes et changer des habitudes, ben c'est long, ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Et tu penses quand même qu'on va dans le bon sens dans l'industrie textile, de voir les choses vont changer. Et puis tu parlais aussi des prix des nouvelles matières, tout ça est cher, mais peut-être que les prix vont baisser s'il y a plus de demandes et tout. Bien sûr. Ah non, je pense que ça va dans le bon sens carrément. Carrément, on trouve de plus en plus de cuirs végétaux. Je te dis, nous, on n'a jamais autant trouvé de matières sympas que pour la saison prochaine, parce que ça fait un petit moment qu'on regarde. Enfin, et en effet, je suis d'accord avec toi que plus il y aura de demandes, plus les prix seront bas, hein, c'est sûr. Tu sais, on avait fait un sondage marrant un jour sur ma Trotter. On avait dit, on avait posé une question. On avait dit, préfériez-vous acheter des matières recyclables ou naturelles versus synthétiques? Donc, 90% des filles avaient dit naturelles. Et quand on leur a dit non, recyclé. Et quand on leur a dit, question d'après, seriez-vous prête à payer 30% plus cher une robe en matériel recyclé? La réponse était non. Bah ouais, voilà. Bah, c'est exactement le problème qu'on a au quotidien. À un moment, soit tu augmentes tous tes prix de 30% et tu sais que tu perds une partie de ta clientèle, mais toi, t'as quand même, nous, on est 10 chez Mode Trotter, j'ai 10 personnes à faire vivre tous les mois. À un moment, si on perd 30% de notre chiffre, du coup, tu licencies. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Et c'est ça que les gens n'ont pas conscience, c'est que c'est comme c'est des matières entre guillemets nouvelles, elles sont plus chères. Au-delà du fait que moi je les trouvais moches, c'est que même c'était même une question de prix, tu vois. Ouais. Et alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes mes questions, pas forcément dans l'ordre, mais voilà. Mais donc on arrive à la dernière question rituelle de ce podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ?
Écoute, j'en ai plein. J'ai mon papa pour sa droiture, son honnêteté, sa façon de voir la vie, toujours hyper heureux, toujours hyper de bonne humeur. Il s'énerve jamais. Il y a une espèce de truc de bonheur inné qui est assez fou. J'ai Alix, justement, ma copine d'Emstone, pour sa façon de mener sa petite barque. Dieu sait qu'elle en a vu des tempêtes avec Emstone, mais elle est toujours là. Et franchement, je trouve admirable la façon dont elle gère sa petite barque. J'ai quoi? Dans le boulot, c'est surtout Alix et mon ancienne boss de chez Bash, Sharon, qui est la fondatrice. Et hyper souvent dans le boulot, surtout au début, quand j'avais des emmerdes jusqu'au cou, je me disais, ok, qu'est-ce que ferait Sharon dans un moment pareil? Sharon, elle ferait ça. Ok, on va faire ça. Et voilà. Ok, c'est des beaux modèles. Mais après, tu sais, j'ai plein de messages. Enfin, à titre perso, j'adore piquer plein de petits trucs chez les gens. Et je sais que j'ai des amis, mais comme tout le monde, j'imagine, mais je sais pas, si je suis triste, par exemple, j'appellerais plutôt telle amie et pas telle autre, parce qu'elle a une qualité d'écoute, gna gna gna. Si je veux rigoler, faire la fête, j'appellerais plutôt telle plutôt qu'un tel, parce qu'elle est très rigolote et très machin. En fait, je trouve que pour être heureux avec les gens, il faut savoir naviguer avec leurs défauts et leurs qualités. Et du coup, Alix, j'admire sa façon d'être dans le boulot, mais ma sœur, j'admire sa pugnacité aussi dans le travail. Elle s'est complètement renouvelée. Elle est partie dans un nouveau secteur qu'elle connaissait pas forcément, blabla et tout. Je trouve ça admirable. Enfin, en fait, tous les gens qui m'entourent, j'ai tous un truc, ou plusieurs d'ailleurs, mais que j'aime particulièrement chez eux et qui m'inspire selon les moments, les difficultés, les aléas de la vie. Ouais. Okay. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Merci à Marie d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.